Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un épisode très particulier de la contre-culture américaine du Nord, mais aussi américaine du Sud. C'est important, donc américaine au sens large, autour de la question du langage de la déesse et de l'idée de grande déesse. Alors, c'est quelque chose qui surgit dans les années 70. Ça concerne à la fois la Lituanie, l'Europe et aussi l'Amérique. Et c'est une idée qui vient se lier au moment du féminisme, disons, naissant, de la naissance du MLF, etc., avec une mise en place de documents archéologiques notamment qu'on n'avait jamais vus et qui sont à ce moment-là révélés. Donc, je vais vous citer deux livres clés qui vont apparaître dans l'exposé que je vais vous faire. Donc, Le langage de la déesse de Marija Gimbuntas. Alors, on prononce en fait Maria, c'est un J. Elle est d'origine lituanienne. Elle est à Harvard. Elle est professeure d'archéologie à Harvard. Et elle écrit ce livre, Le langage de la déesse, également. Bon, ça, c'est en 1974. C'est traduit en français ensuite aux éditions des femmes, quelques années plus tard. Et ce livre, c'est vraiment un coup de tonnerre parce que ça révèle une civilisation dont on n'avait jamais entendu parler et qu'on n'avait jamais vu. Alors, donc voilà, ça c'est un des deux livres qui a été important. Le second, on va voir tout à l'heure sa présentation, c'est celui d'une certaine Merlin Stone qui a écrit Quand Dieu était une femme, un livre en 76, très rapidement traduit ensuite en français. Donc le second est disponible en PDF de façon assez facile à trouver. Le premier existe sous forme de traduction française également. Bref, Le langage de la déesse et également un second livre qui va avec celui-ci, intitulé Goddesses and Gods, à l'époque Old européenne, enfin que j'appelle Old européenne dans la vieille Europe. On va voir toutes ces notions de façon un peu plus claire pour montrer comment. Alors mon but, c'est de vous montrer comment ce genre d'idée qui s'est absolument révélée à cette époque avec un matériau visuel absolument nouveau. Vous avez déjà une esquisse, hein, vous voyez en bas la tête qui apparaît. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, révolutionne la vision et qui apporte une sorte de bouffée à l'art principalement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. Alors, ça s'écrit, alors je ne sais pas si c'est très lisible, vous m'avez dit déplé, alors Marija, Maria, M-A-R-I-J-A, et ensuite c'est Gimbutas, donc G-I-M-B-U-T-A-S. Gimbutas, c'est pas si facile à prononcer. Alors, voilà, je vous montre ici une image représentant ce genre de déesse. Elles sont tellement étranges que justement à cette époque-là, où on est passionné, comme vous le savez, par les extraterrestres, on dirait que le ciel bleu du Texas est parcouru par des tonnes d'extraterrestres que seuls les hommes voient. Enfin, c'est assez marrant de voir les témoignages extraterrestres. C'est des hommes principalement, parfois accompagnés de leur chair et tendre, mais en général, disons, plutôt solitaires, qui d'un seul coup, dans le ciel bleu du Texas, manifestement propice à l'arrivée des extraterrestres, voient surgir ce genre de choses. Alors, vous voyez de grands yeux, une tête étrange, une allure un peu animale. On va voir ça dans d'autres images. Voilà le genre de document. Alors, celle-là est étonnante. Donc ça, tout ça, c'est quoi? C'est Marija Gimbutas qui a fait une expédition dans son pays d'origine, donc dans les Balkans, vous voyez, et elle a trouvé des milliers de statuettes féminines de ce type. Alors, vous voyez, c'est pas. Alors là, on est à l'époque néolithique. Alors, vous vous rappelez, le paléolithique, c'est des déesses du type. C'est des grosses femmes. Si vous voulez, on en parlera aussi à un autre moment du paléolithique, mais pour l'instant, je suis dans le néolithique. Donc, il y a le paléolithique, c'est moins 25 000, moins 15 000 avant zéro environ. Et ensuite, vous avez le néolithique, et puis après, on passe à zéro, et ensuite, on a les temps historiques. Donc, c'est pour vous situer à peu près l'époque. Et il y en a des milliers. Alors, on ne sait pas à quoi servaient ces statuettes. Vous remarquez sur celle-ci qu'il y a des espèces de trous. On pense qu'en fait, elles étaient soit accrochées quelque part, soit décoratives, soit portées comme bijoux, comme décoration de corps. En fait, on n'en sait rien en toute vérité. Mais remarquez l'étrangeté de ces statues
et la différence totale avec des Vénus de Brassempouy, des Vénus de l'Espugne et autres Vénus que vous trouvez sous l'appellation statuettes paléolithiques et que vous trouvez dans les musées. Celles-ci, on ne les voit jamais nulle part et c'est l'occasion de parler un peu de la façon dont les musées, disons, distribuent leurs espaces. Vous vous rappelez art grec, art romain, enfin on retrouve une espèce de catégories très fixes dans les musées et ce n'est que récemment qu'on commence à réfléchir autrement, c'est-à-dire à représenter par exemple l'art macédonien, une section, l'art islamique au Louvre, qui était complètement négligé avant, l'art étrusque également. Et il se pourrait qu'un jour, il y ait l'art que j'appelle old européen. Alors pourquoi j'ai inventé ce mot? Alors j'ai écrit des choses là-dessus, sur ce sujet, dans un bouquin intitulé Dis papa, c'était quoi le patriarcat, qui est disponible aux éditions X. Ça s'écrit IXE. Donc, si vous voulez en savoir plus de façon plus détaillée, je vous conseille mon propre livre dans un élan d'autopublicité, peut-être un peu dommageable, mais bon, j'ai vraiment beaucoup étudié ces statuettes dans ce livre parce que c'est vraiment un surgissement de folie, une découverte immense, il y en a des milliers, et la réponse muséographique, si j'ose dire, ne vient pas. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'espace pour représenter ces statuettes. Vous en trouvez de ci, de là, une de temps en temps, mais il n'y a pas de notion de tout ça. Alors, ça appartient à quoi cette statuette? Donc ça vient de l'actuelle Serbie. Mais à l'époque, enfin bon, bon, c'est pas forcément, enfin voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Disons que ça, c'est une statuette de type Wincha. Alors, Vincha, ça se prononce Vincha, pardon. Donc, V-I-N-C-A avec un symbole sur le A et ça se prononce Vincha. Voilà. Déjà, vous voyez la complexité. Et par ailleurs, on ne parle pas d'un espace mental particulier pour ces statuts, on parle très précisément de culture. Alors, vous voyez, quand on veut mépriser quelque chose, on dit la culture Wincha. Voilà, donc c'est méprisable, c'est qu'une culture, c'est pas important. Vous direz par exemple la civilisation sumérienne, mais vous direz la culture Wincha. Vous voyez, on ne dit pas la civilisation Wincha. Or, il semblerait que ce soit cette culture-là qui ait inventé l'écriture et non Sumer. Il y a des débats d'archéologues là-dessus. Donc là aussi, vous voyez comment des catégories peuvent, comment dire, perturber vraiment la connaissance et la vision qu'on peut avoir des choses et que c'est très problématique. Mais revenons à ces étranges sculptures. Alors, vous voyez, là, je vous passe, voilà. Donc ça, voilà une femme du néolithique selon la culture Vincha. Il est clair qu'elle représente également peut-être quelque chose d'autre, peut-être une animalisation, un masque. Là aussi, cette hypothèse a été plusieurs fois soulevée. Alors, voilà une étrange maternité Wincha. Tout ça, c'est des photos que vous trouvez dans le bouquin Le langage de la déesse, qui a été traduit d'ailleurs assez tardivement, je crois me souvenir, aux éditions des femmes. Je me demande si j'en ai pas un exemplaire à portée de main, mais oui. Donc, je plonge pour ramasser l'exemplaire. On aura la date exacte. Je vais vous le présenter. Vous voyez, un sacré bouquin. Le langage de la déesse, il est très gros. Voilà, derrière, on voit des petites images. La date, eh bien, écoutez, la date de la traduction, c'est 1989, donc c'est pas de si tôt par rapport au livre paru en 1974. Et voilà quelques images en couleur que je vous présente. Donc, il y en a, vous allez reconnaître certaines déesses. Donc là c'est vraiment la Vénus de l'Espugne, enfin qu'on dit la Vénus, qu'est-ce qui nous emmerde avec la Vénus, la figurine, la statuette de l'Espugne, donc une statuette, comment dire, paléolithique, qui ne fait pas partie donc des néolithiques dont on parle là. Ça vraiment, cette appellation de Vénus, et parfois même Vénus impudique, ça traduit le sexisme des préhistoriens d'une façon remarquable. Donc vous voyez, cette statue, elle est comme une carte à jouer. C'est tout à fait étrange et c'est quelque chose qui revient sans cesse. Étudier ces statuettes est très intéressant aussi. Et Marie-Jo Bonnet a formulé une hypothèse très intéressante à ce sujet en disant que c'était les femmes qui s'étaient représentées ainsi parce que c'est ça qu'elles voyaient d'elles-mêmes. Il n'y avait pas de miroir, il ne faut pas oublier. On pouvait peut-être éventuellement se mirer un peu dans l'eau, mais bon. Et vous voyez comment, presque pas de tête, un énorme ventre, des tout petits pieds,
Là, bon, en plus, l'effet carte à jouer de réversibilité témoigne d'une dimension artistique particulière, mais indépendamment de ça, toutes ces statuettes néolithiques avec toute petite tête ou absence de tête, gros ventre et pas de pied, c'est typiquement la femme qui se regarde avec son gros ventre, elle se regarde par-dessus, elle voit quoi? Elle voit pas de pied, elle voit un énorme ventre. Effectivement, l'hypothèse est extrêmement solide, hein. Alors évidemment, il y a un imbécile appelé Testard, alors là, typique, le préhistorien sexiste qui réfléchit pas. Le gars, il a écrit un bouquin où il disait ouais, c'est comme ça que les hommes du néolithique, du paléolithique voyaient les femmes, c'était leur idéal de beauté. Bon, c'est complètement con comme hypothèse, ça a eu du succès bien sûr parce que les gens voulaient que c'est vraiment le male gaze, hein, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'obsession du regard masculin sur les femmes, la façon que ce genre de mec a de n'avoir que son point de vue, quoi, de même pas imaginer que l'autre soit autre chose qu'un objet pour lui de désir ou de contemplation. Donc c'est ridicule, il faut vraiment débouter ce genre d'ânerie, ça n'a aucun sens. Alors ici, encore des statuettes, alors celles-là on les connaît mieux. Vous voyez, on se rapproche d'un modèle, d'ailleurs il y en a une autre ici, je crois. Non, il n'y avait sont pas. Oui, c'est ça, vous connaissez comment dire, des statues chypriotes, des statues grecs aussi. Il y a un musée à Athènes consacré à l'art cycladique, et donc c'est des déesses à figure très très pure, comme ça, très particulières. À Malte, dans le musée de Malte, vous avez également des figures de déesses très intéressantes. Et là, en revanche, on est dans les statuettes exactement du type de celle qui est représentée à l'écran. Donc, vous la voyez, celle-là avec ses yeux étranges, son nez. Voilà, c'est les statuettes typiques de la civilisation Vincha. Ils m'emmerdent avec leur culture, on va dire la civilisation Vincha. Et d'ailleurs, il s'agit effectivement des fondements de la civilisation occidentale. Alors, elle dit de la vieille Europe. Mais alors, le problème du mot vieille Europe, c'est que ça renvoie à l'idée, vous voyez, les USA, la vieille Europe par opposition aux USA, ce que je vous ai dit donc, dans un autre cours où vous vous rappelez, l'art moderne était passé de Paris, Londres, Madrid, etc. Enfin, il était passé de l'Europe aux USA avec la montée en puissance de New York et de l'art expressionniste abstrait américain. Ça, on l'a vu la dernière fois. Donc, quand on dit la vieille Europe, on est dans ce contexte-là, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que j'ai baptisé ça civilisation old européenne pour distinguer principalement. Tout ça, c'est dans mon bouquin, Dis papa, c'était quoi le patriarcat chez X. Alors là, voilà, je reviens à ma maternité, je reviens à l'écran principal, hein, vous voyez, cette maternité avec ses yeux énormes, cette tête étrange et cette récurrence, comment dire, plastique, avec, vous voyez, des traits comme ça, verticaux. Ça, c'est typique de la civilisation Wincha. Alors, en voilà une magnifique. Vous voyez comment elle est là aussi, elle est basée sur des traits, des récurrences. Et ça, Marija Gimbuntas, enfin, je continue de dire Maria Gimbuntas a étudié ça. Elle a étudié le graphisme typique de ce temps archéologique, qui est basé sur la répétition des traits, comme ça, sur la spirale aussi, sur des tas de choses du genre, des figurations typiques de la civilisation des déesses néolithiques. Alors voilà encore, j'arrive à Merlinstone après, des sculptures Vincha qui sont d'un style un peu différent, mais toujours on a l'impression de tête d'oiseau, de tête de bélier, de tête animale. Vous voyez, celle qui est complètement à gauche ici, elle a vraiment une tête de bélier avec ses deux cornes. Celle-là, elle a une tête d'oiseau, de chouette. Donc, on est probablement dans quelque chose qu'on n'arrive pas à décrypter, hein, forcément. Puis, personne ne s'y intéresse. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein, évidemment. Il faudrait que des spécialistes se penchent un peu sur la question au lieu de continuer à ressasser les mêmes items masculinistes en accord avec, comment dire, la rhétorique ordinaire des musées. Il faudrait peut-être avancer un peu. Bon, mais du coup, bon, bah, vous voyez ici, on est en présence de quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est lié à des représentations
de déesse liée aux animaux. Ça, c'est vraiment les théories que vous trouvez dans le langage de la déesse de Maria Gimbutas que je viens de vous présenter. Deuxième bouquin fondamental, là c'est la traduction française, Merlin Stone. Merlin, c'est Marilyn, on avait assez de Marilyn, donc elle s'appelle Merlin. C'est mieux, ça fait beaucoup plus d'abord ambigu, hein, au point de vue, c'est beaucoup plus non-binaire hein, comme prénom, et ça a l'avantage aussi comment dire, de se débarrasser, disons, d'un prénom à connotation très fortement féminine dans les années 70. Vous voyez, Marilyn, vous voyez, ça renvoie très précisément, disons, enfin, il vaut mieux à Marilyn Monroe, il vaut mieux s'appeler Merlin, et c'est plus mystérieux, et c'est plus lié à, comment dire, au monde de la magie. On va voir que c'est très, très important, le symbole de la magie. Tout ça, c'est des symboles, hein, mais c'est des symboles culturels qui méritent qu'on les étudie. Je ne suis pas en train de parler de la religion de la déesse au sens ah, la religion, etc. Non, 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 je parle de culture, je parle de symboles et de constructions symboliques occultées par la contre-culture masculiniste que vous connaissez, les gratteurs de guitare, je ne sais pas moi, les peintres de l'époque. Enfin, il y a toujours, disons, une espèce de discours de la contre-culture qui occulte complètement tout ça. Donc, le but est quand même de raconter une autre contre-culture qui a eu de l'existence, qui a été importante, qui a vécu, et c'est dommage de ne plus en parler.